Réinventons nos façons d'habiter le monde, les logements, les bâtiments, les villes. Je ne voulais pas vous parler de mes trois garçons, mais je vais quand même le faire après avoir vu ces messages de plutôt pessimisme. D'ici à 2050, mes trois garçons auront la trentaine. Et je me dis qu'il faut être optimiste dans la vie, sinon on ne s'en sortira pas. Donc soyons optimistes et je compte sur nos intervenants pour l'être. 80% des bâtiments de 2050 existent déjà. Et pourtant, la population augmente, pas forcément en France. On ne reviendra pas sur les derniers chiffres de natalité. Mais en tout cas, la société évolue et l'habitat aussi. Sachant que voilà, ces bâtiments sont quasiment déjà tous là. Clémence Béchu, vous êtes directrice générale associée de Béchu et Associés. Est-ce que les architectes seront un jour au chômage technique ? Alors, quand j'ai reçu votre question, je me suis dit, tiens, j'ai eu l'impression de me retrouver un peu au lycée avec 5 heures pour plancher sur la question. C'est pas une disserte de philo, rassurez-vous. Non, voilà, mais j'ai quand même un peu préparé mes réponses. Alors, anecdote personnelle, pour rebondir sur la vôtre, je suis la 4e génération d'une famille d'architectes. Et je pense que si cette question devait trouver une réponse positive, c'est-à-dire négative, les architectes n'ont pas d'avenir. Voilà, je ne serais pas investie dans ce défi depuis 10 ans comme je le suis. D'autant plus que c'est une question que je pourrais vous renvoyer. Hein. On n'est pas certain que demain les journalistes aient également un avenir, si on se concentre sur toutes les révolutions auxquelles on passe. Mais moi, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde en mutation et qu'au contraire, tous les métiers qui composent ce monde vont eux-mêmes muter. Et donc de voir comment est-ce que cette transition majeure sans précédent qu'on a la chance de vivre, et je dis bien la chance de vivre, est aussi l'opportunité de nous réinventer. Alors il y a 3 transitions majeures qu'on vit aujourd'hui qui font que ce qui se passe en ce moment est sans précédent. Il y a d'abord la transition du numérique, qui en fait n'en est encore qu'à ses débuts. Ça va continuer. Et cette transition du numérique, chez nous, dans notre métier d'architecte, elle nous permet de nous remettre en question et puis d'apprendre à faire mieux grâce à des outils comme le BIM. On fonctionne en maquette numérique partagée, exactement, j'allais le dire. Tous les outils, pas, s'il vous plaît. Tous les outils d'intelligence artificielle, évidemment, et puis tout ce qui est technologie pour la construction hors site. Et tout ça, pour nous, c'est fantastique parce qu'on est à l'agence Béchu Associés, très impliqués notamment dans tout ce qui est innovation biomimétique, où notre démarche... Imitation sur la nature. Voilà, et donc grâce aux technologies, grâce au numérique, aujourd'hui, on sait aller mieux observer le vivant pour mieux s'en inspirer et mieux concevoir. La deuxième transition majeure, c'est la transition écologique, qui, elle, doit également être prise avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est redonner ses fondamentaux à ce qu'est l'écologie, à savoir travailler sur ce triptyque évident, qui est bâtir un monde dans lequel l'environnement, la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine vont pouvoir œuvrer et travailler ensemble. Et alors pour nous aussi, architectes et urbanistes, c'est quelque chose de fantastique puisque ça nous permet de revenir aux prémices de notre métier. Et je finirai par la 3e transition majeure, qui elle est sociétale. 80% d'un monde devenu principalement urbain. Ça implique que des villes vont se densifier, vont continuer à se densifier. Ça veut dire plus de monde, ça veut dire plus de métiers ensemble, ça veut dire plus de sphères différentes ensemble. Et donc ça nous invite, nous, architectes et urbanistes, à être plus que jamais au cœur d'un débat de concertation citoyenne notamment, pour réussir à faire en sorte que tout le monde œuvre ensemble et assure un maximum de bien-être et de développement personnel à chacun. Merci pour cette introduction. Vincent Feuillette, vous êtes secrétaire général de l'Agence nationale de l'habitat, qui distribue entre autres MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt pour les moins jeunes d'entre nous. Mais vous ne serez pas au chômage, puisque vous travaillez sur la réno et la rénovation, a priori, vu que 80% des bâtiments, ça fait 3 fois qu'on le répète, sont déjà là, vous avez du boulot, vous. Effectivement, bonjour. On espère ne pas être au chômage. Vous l'avez dit, la plupart des bâtiments sont déjà existants pour atteindre les objectifs qu'on se fixe en 2050. Il en reste cependant donc 20 millions à rénover en 20 ans à peu près, et à amener à des standards de niveau de basse consommation si on veut atteindre sur la question du logement la cible qu'on s'est fixée pour tenir nos engagements du point de vue carbone et donc lutte contre le changement climatique.
l'ANA, donc, elle intervient pour accompagner l'ensemble de ces transitions écologique, énergétique. Vous avez évoqué MaPrimeAdapt aussi sur la transition démographique. Et sur la rénovation énergétique, on intervient sur la maison individuelle, sur la copropriété aussi, puisque c'est 30% du logement, la copropriété en France, avec des enjeux d'accompagnement beaucoup plus forts, parce que c'est des objets avec une gouvernance compliquée qu'il faut accompagner sur un temps long. Donc au-delà du financement des particuliers, des propriétaires pour qu'ils rénovent leur logement, l'ANA accompagne aussi en ingénierie avec la mise en place d'un réseau d'espaces conseils France Rénov qui sont à disposition en particulier des copropriétés sur ce sujet-là pour les accompagner de l'émergence du projet jusqu'à sa réalisation et réellement prendre par la main les copropriétaires pour être sûr que le projet va aller jusqu'au bout, ce qui est souvent un chemin assez long en copro. Est-ce qu'il ne faut pas simplifier les règles de gouvernance comme les derniers gouvernements s'y sont engagés et ne l'ont pas fait? Alors les règles de gouvernance ont déjà bougé. Depuis 10 ans, elles se simplifient, elles évoluent pour faciliter effectivement le vote d'un projet de travaux en copropriété. Il y a cependant des enjeux sociaux également dans une copropriété, des diversités de niveau de vie. Et donc il y a aussi un enjeu à ne pas exclure certains copropriétaires quand on accompagne un tel projet. Donc il y a deux voies concomitantes qu'il faut travailler. C'est à la fois effectivement simplifier pour permettre d'accélérer la prise de décision et la réalisation d'un projet, tout en mettant à côté les dispositifs qui permettent d'accompagner les propriétaires qui vont avoir le plus de mal pour suivre la dynamique de la réalisation de ce projet. Et pour ça, l'ANA est présente, bien évidemment, pour apporter des financements qui sont plus élevés pour les plus pauvres d'entre nous, les citoyens qui sont dans des situations les plus complexes du point de vue financier. Et ça permet, la plupart du temps, de déclencher les projets de travaux. Flore Cabelli, vous êtes directrice conseil secteur habitat, territoire et immobilier à The Boson Project. Je crois que j'ai rien oublié. On parle beaucoup, même si Clémence n'en a pas encore parlé, de fabrique de la ville, sur elle-même, le recyclage urbain. Concrètement, est-ce que ça marche ? Oui, c'est une bonne question. Moi, mon métier, c'est donc d'aider les organisations à se transformer. Et ce qui est intéressant dans Réinventons nos façons d'habiter le monde, c'est qu'il va falloir transformer la majorité des acteurs de la fabrique de la ville. Parce que jusqu'à maintenant, la majorité de ces acteurs-là, ils étaient capés pour faire du neuf. Leur métier, c'était de faire du neuf. Heureusement, il y a quelques spécialistes de la rénovation, mais la grande majorité des acteurs de l'immobilier et de la construction ne savent faire, jusqu'à aujourd'hui, que du neuf. Ils ont quelques équipes qui se sont spécialisées sur la rénovation, et heureusement, mais le gros des équipes, il y a des milliers de compagnons, de développeurs, etc., qui ne savent pas faire. Et en fait, quand tu me poses la question, est-ce que ça marche ? Ce qu'on observe, c'est que construire la ville sur la ville, aujourd'hui, c'est un peu sur toutes les langues, c'est sur toutes les bouches, dans tous les salons, dans tous les sites internet. Tous les acteurs sont aujourd'hui leaders de la régénération urbaine et de la construction de la ville sur la ville. En fait, ça veut dire plusieurs choses, construire la ville sur la ville. Ça peut vouloir dire rénover, ça peut vouloir dire aussi démolir, reconstruire. Et quand on regarde, quand on creuse un peu la surface, tout le monde est leader de la transformation de la ville. En fait, il y en a beaucoup qui, par confort et parce que c'est leur métier, vont être beaucoup plus à l'aise pour démolir et reconstruire derrière que pour rénover. Alors la démolition, ça peut avoir du sens, il ne faut pas diaboliser. Parfois, ça peut avoir beaucoup plus de sens pour la ville de démolir un bâtiment, de le reconstruire, si on considère qu'il n'est pas souhaitable. Excuse-moi, on est à un événement Acte 50, l'empreinte carbone de la démolition, elle n'est pas GG, pas géniale. De quoi, pardon ? Elle n'est pas géniale, l'empreinte carbone de la démolition. C'est ça. Parfois, ça a plus de sens pour la ville. Pour le climat. Quand on est vraiment sur une verrue pour la ville, qu'on considère qu'on ne peut rien en faire, il vaut mieux le démolir. Mais en règle générale, niveau utilisation de ressources, niveau émissions de carbone, il vaut mieux rénover. Et en revanche, pourquoi on ne le fait pas encore assez ? Pourquoi on n'est pas assez bon en France, mais pas que en France, dans plein de pays dans le monde, en rénovation ? C'est parce que la majorité des acteurs ne savent pas faire. Alors il y a des choses qui intrinsèquement coûtent plus cher. La rénovation, c'est plus risqué, parce qu'on part avec un bâtiment qui existe. Les diagnostics ne sont pas forcément toujours simples à réaliser. On n'est d'ailleurs pas assez bon sur les diagnostics aujourd'hui, mais même si on arrivait à les faire bien, il y aurait toujours plus de risques. Donc c'est difficile de porter le risque sur ces opérations. Quand on veut changer l'affectation d'un bâtiment, passer d'un bureau à du logement, ce qui est souvent le besoin dans certains territoires, ça coûte cher parce que les bâtiments ne sont pas adaptés. Il faut reprendre pas mal de choses dans la structure, etc. Mais ça peut coûter plus cher aussi pour des mauvaises raisons. Et c'est une étude qu'on est en train de réaliser avec Bouygues Immobilier pour essayer de comprendre pourquoi ça coûte aussi cher de rénover. Principalement parce qu'on manque d'acteurs, on manque de spécialistes et donc les savoir-faire sont très chers. Et parce qu'on ne sait pas faire et donc on calque les méthodes du neuf. Et finalement, on fait pas mal d'erreurs et les chantiers coûtent beaucoup plus cher que ce qu'ils ne devraient. Donc, est-ce que ça marche ? Ils sont en train d'essuyer les plâtres. Ils sont tous en train d'essayer d'apprendre en faisant plein d'erreurs sur les chantiers
pour l'instant, ça coûte très cher, mais il faut passer par cette étape-là de transition pour réussir demain à rénover la ville. Merci Flore. On va demander justement à l'architecte. Est-ce que ça marche? On parle beaucoup de déjà là, voilà, de faire avec. Concrètement, ça fonctionne ou pas? Oui, ça fonctionne et heureusement. Nous, on traite beaucoup de projets de grosses réhabilitations, de grosses restructurations. Donc je reviens sur les chiffres. 80% d'une population mondiale qui est devenue urbaine en 2050. Ça fait face à un double paradoxe qui est que ces personnes-là vont et vivent déjà dans des villes qui sont à la fois les principales responsables de l'accélération du changement climatique, mais aussi ses principales victimes. Et comme c'est le milieu principal des Homo sapiens, en fait, on sait très bien que le défi de l'humanité, il est là, que l'avenir de l'humanité réside dans les villes, qui sont à la fois un problème et la solution. Donc c'est effectivement en travaillant sur la ville pour la renouveler qu'on peut trouver des solutions. Et dans les réhabilitations, vous parlez de coûts, mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est d'essayer de prendre le prisme de façon un peu différente et d'accompagner justement cette nouvelle économie du climat en devenir en y intégrant de nouvelles métriques. En fait, un coût financier aujourd'hui n'est sans doute pas la manière de valoriser les opérations demain. Et c'est fantastique aujourd'hui de voir émerger de nouvelles métriques extra-financières telles que la valeur carbone, la valeur de la biodiversité, la valeur du climat aussi. Moi, je suis persuadée, et on travaille avec des climatologues là-dessus, que dès aujourd'hui, il faut intégrer de manière vraiment intrinsèque la data climatique au cœur des projets pour réussir à générer plus tard des taux de rendement climatique des projets, où on va pouvoir mesurer la capacité de résilience des actifs au fur et à mesure de la vie d'un projet pour lui redonner une valeur également. Et donc effectivement, ce déjà-là, il est très précieux parce que l'histoire nous transmet du patrimoine, elle nous lègue des joyaux. Il y a énormément de patrimoine dans la ville à revaloriser, à sublimer, à réadapter aux usages, de la même manière que regarder le travail de nos anciens. L'innovation passe souvent par l'imitation, ou même toujours d'ailleurs, tant en termes d'utilisation de matériaux que capacité à s'adapter justement avec une nature existante, nous apprend beaucoup. Et aujourd'hui, tout ça, il faut le redévelopper au regard de tous les nouveaux enjeux dont j'ai parlé ci avant. Je peux prendre comme exemple, parce que c'est bien d'illustrer, j'ai pas d'illustration physique là, on a transformé tout le site de l'ancien hôtel-Dieu de la ville de Dijon, il y a 2 ans et demi, en cité internationale de la gastronomie et du vin. C'est une opération qui couvre 8 hectares sur une friche hospitalière. Les vieux hôpitaux de la ville hérités ont souvent déménagé pour des raisons d'obsolescence et de modèle économique des hôpitaux qui sont beaucoup en ambulatoire aujourd'hui, donc on les sort des villes. À la Cité internationale de la gastronomie, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a eu une approche d'abord urbaine avant d'être architecturale, où on a transformé un lieu conçu pour soigner en un lieu qui s'ouvre à la ville et prend soin de ses habitants en tirant toutes les verticales économiques, éducatives, touristiques qu'on pouvait avoir autour de cette gastronomie qui fait partie du patrimoine du territoire. Avec des gros enjeux de renaturation urbaine, de revalorisation d'un patrimoine qui remonte jusqu'au XIe siècle et par touche d'acupuncture, l'intégration d'éléments plus contemporains pour guider la ville vers demain. Voilà, et on en voit 2 ans et demi après tous les bénéfices que ça apporte dans le réaménagement de la ville, dans l'attractivité touristique économique, dans le monde étudiant qui en fait partie aussi, et surtout dans la manière dont les Dijonnais se sont appropriés ce nouveau lieu. Vincent Fayette, justement, est-ce que vous aussi, on parle beaucoup du budget de MaPrimeRénov qui fluctue, les modalités évoluent, moi le premier dans les colonnes de la tribune, hein, vous me direz, mais est-ce que vous aussi vous accumulez une sorte de data qui vous sert pour les prochaines étapes, ou est-ce que vous allez aussi aller vers des critères bientôt extra-financiers aussi, ou pas? Alors sur le budget de MaPrimeRénov, le point positif, si on veut voir un peu de positif, c'est qu'il n'a cessé de grandir ces 5 dernières années et on est dans une trajectoire plutôt de stabilité, ce qui est une grande réussite pour nous et pour tous les citoyens avec qui on travaille pour l'an prochain. Donc ça permet d'avoir un peu de visibilité par rapport à ce qu'on a pu vivre ces dernières années. En termes d'extra-financier, alors nous, du point de vue de l'ANA, on regarde quand même nos budgets d'intervention et la manière dont on accompagne financièrement les projets. Après, je pense que la vision extra-financière,
elle est en train d'émerger. Alors à travers, j'ai une anecdote sur du positif qui est intéressante. Dans le métro la dernière fois, 2 jeunes qui je pense n'avaient même pas 20 ans, que j'entends discuter, qui parlent du DPE de leur appartement. Jamais à leur âge ça nous aurait arrivé. Voilà, le diagnostic de performance énergétique qui depuis peu intègre la question du CO2 également, en plus de l'énergie. Donc on avance, quand on voit la jeunesse commencer à se poser des questions de la performance de leur appartement, on se dit qu'on a déjà fait un petit pas, quoi. Après, pour rebondir sur les interventions précédentes, au-delà, je pense, de l'évolution nécessaire des acteurs du bâtiment pour continuer ce transfert du neuf vers la rénovation, on a encore aussi des enjeux technologiques à avancer. Je rebondis sur le sujet des copropriétés qu'on évoquait tout à l'heure. Typiquement, on va avoir des enjeux parce qu'on a de toute façon des contraintes à l'échelle de l'Europe qui nous tombent dessus sur la réduction des chauffages à énergie fossile et donc des chauffages gaz typiquement en copropriété. Aujourd'hui, on sait que les solutions qu'on a sur la table de pompes à chaleur ne sont pas encore complètement adaptées à l'installation en copropriété. Et le marché se casse un peu la gueule, si je veux. En plus, donc raison de plus pour essayer de les adapter. Mais en tout cas, il y a des choses à faire aussi pour adapter les technologies qu'on a aujourd'hui pour les problèmes de demain et pour continuer la dynamique dans laquelle on est, tant en termes d'économie d'énergie que de décarbonation, parce que c'est vraiment sur ces 2 pieds qu'il faut qu'on travaille. Fleur Cabellier, une réaction à tout ce qui vient de se dire? Oui, on parle beaucoup de l'amont de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui fabriquent la ville de demain. Je voulais juste placer un mot aussi sur l'aval de la chaîne, parce que réinventer nos façons d'habiter le monde, ça inclut aussi les habitants. Il va falloir qu'eux aussi acceptent qu'on réinvente les façons d'habiter le monde. Et quand on dit construire la ville sur la ville, ça veut dire qu'il faut densifier la ville. Et aujourd'hui, ce sujet de la densification, il fait très peur. Parfois à tort, et d'ailleurs c'est Vincent Fouchier et l'ADEME qui ont montré que la densité perçue et la densité réelle n'étaient pas souvent la même et que donc, parfois ça fait peur à tort, mais n'empêche que ça fait peur. Et donc si on veut réussir à réinventer nos façons d'habiter le monde et à construire la ville sur la ville, il va falloir réussir à donner envie de densifier et à dépasser nos blocages. Donc ça demande de réinventer en premier notre rapport à l'intérêt général et à l'intérêt particulier. L'un des phénomènes les plus terribles qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le nimbisme, le not in my backyard, c'est-à-dire de dire oui, j'ai conscience que pour l'intérêt général, il faut densifier la ville, mais pas chez moi. J'ai pas envie que ce soit à côté de chez moi. Moi, je veux garder ma piscine. Pas un immeuble de 3 étages qui fait de l'ombre sur mon jardin, pour résumer. Exactement. Je veux garder mon jardin, je veux garder ma piscine. Faites ce que vous voulez ailleurs. Il faut réussir à sortir de ça. Or, il y a Ville Vivante qui le montre très bien aujourd'hui. Le phénomène de nimbisme prend de l'ampleur en France et il se décomplexe beaucoup. Il y a de plus en plus de discours là-dedans. Il y a quand même de l'espoir, c'est-à-dire que quand on regarde aux États-Unis et en Angleterre, qui étaient les champions du nimbisme de ces dernières années, on voit apparaître des mouvements de yimbisme, de yes in my backyard, c'est-à-dire des citoyens qui disent oui, venez construire chez moi parce que je fais passer l'intérêt général avant. Ça, c'est le premier truc. Il faut se débarrasser de ces injonctions des habitants à bloquer la construction de la ville sur la ville. Et pour ça, va falloir leur donner envie d'avoir une ville dense. Il va falloir leur donner un nouvel imaginaire de la densité. C'est la responsabilité en partie des architectes, des maires, etc., d'inventer une ville qui soit dense, mais qui soit agréable à vivre, qui soit désirable. Et c'est aussi la responsabilité de certains acteurs auxquels on ne pense pas, qui sont les acteurs de la culture. En fait, nous, on a la génération qui a grandi avec des imaginaires de la ville dense qui étaient absolument terrifiants. C'était Blade Runner, c'était le 5e élément. Exactement, c'était des villes... C'était l'imaginaire du cyberpunk, la ville hyper technologique, complètement polluée, très très dense, mais absolument terrifiante. Et aujourd'hui, on voit apparaître des nouveaux imaginaires dans la pop culture, ceux du solarpunk, donc des villes qui sont beaucoup plus en harmonie avec la nature, qui sont très denses, mais qui sont beaucoup plus végétalisées et désirables. On le voit depuis longtemps dans les films de Miyazaki, mais on le voit dernièrement là, le Wakanda dans Black Panther, c'est exactement ça. C'est des villes qui sont hyper désirables, qui sont hyper denses. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Il faut réinventer aussi la façon dont on imagine la construction de la ville sur la ville et rendre ça désirable. Bon, vous avez du boulot, Clémence. Autant pour moi, tout à l'heure, j'ai dit qu'ils étaient au chômage technique, Archi. On n'a pas parlé d'intensité urbaine. Est-ce que c'est une partie de la solution? Parce que la densification reste un gros mot quand même. Ça fait partie des solutions justement pour densifier bien. En fait, quand on parle de densification, il faut l'aborder de manière la plus douce possible pour qu'elle soit acceptée et qu'elle accepte tout le monde. Et cette densification, en fait, elle appelle à la signification de ce qu'est habiter. En fait, c'est quand même le mot principal de la thématique de cette table ronde. C'est quoi habiter ?
Habiter, c'est pas quelque chose qui est uniquement fonctionnel. Ça ne consiste pas qu'à s'abriter sous un toit. Habiter, c'est habiter avec les autres, habiter avec la nature, habiter dans un espace qui m'entoure. Et c'est sans doute aussi, on l'oublie beaucoup, c'est d'abord habiter avec soi-même. Parce que quand on sait habiter avec soi-même, on se sent bien. Et quand on se sent bien, on se sent doute mieux avec les autres. Et voilà, ça c'est notre rôle d'architecte et d'urbaniste. On n'est pas dans une mission purement fonctionnelle. On est dans une mission qui consiste à améliorer le bien vivre ensemble. Et c'est vrai que cette prise de conscience, en fait, elle n'est pas nouvelle. C'est bien toujours de revenir un petit peu dans l'histoire. Et j'aime bien citer ce que le philosophe Heidegger a décrit dans son essai « Bâtir, habiter et penser », qui avait été publié en 1951 déjà, lors de la crise allemande du logement. Il disait la chose suivante: habiter ne dépend pas seulement de l'habitabilité d'un logement ou de la qualité architecturale d'un bâtiment. Ce sont certainement des conditions favorables, mais l'essentiel est ailleurs. Cet ailleurs consiste à vivre au plus près de soi et parmi les choses et les humains, en prenant soin du déjà là, sans abîmer le monde. C'est donc dire en ménageant le monde. Ce qui pose d'ailleurs la question du A privatif qui figure dans aménagement. Peut-être qu'on devrait tous se mettre dans une position où notre mission à tous ensemble, c'est d'apprendre à ménager notre monde et la nature en premier dont on fait partie. C'est pas gagné avec l'exemption du ZAN pour l'industrie. C'est dit. Voilà. C'est quoi l'habitat, le bon habitat, Vincent, pour vous, en une minute? Moi, je voulais rebondir. Alors, je serais moins philosophe, mais je pense on parlait de densification, donc on parle quand même beaucoup grosses métropoles, grosses villes. Il faut quand même garder en tête qu'on est un pays éminemment rural, et je voulais quand même évoquer le travail qu'on fait à l'ANA avec nos collègues de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, de la NCT, sur des programmes comme Petite Ville de demain ou Action Cœur de Ville, où il y a un enjeu aussi de redynamiser le cœur des petites villes de France, parce qu'il y a des gens qui y retournent. Ça permet aussi de limiter le pavillonnaire, donc de limiter les nouvelles constructions dans ces zones-là. Et c'est aussi un axe d'avenir pour réhabiter l'existant et faire vie sociale autour d'un cœur commun, quoi. La France rurale, la France urbaine, on va réussir à les réconcilier, Fleur? Mais il va falloir. C'est les grands débats de l'économie urbaine. Est-ce qu'on va vers une urbanisation, une métropolisation qui ne s'arrêtera jamais, ou est-ce qu'on va réussir à équilibrer? On a toujours été une exception en France sur ce sujet. Est-ce qu'on va réussir à continuer à l'être, à réindustrialiser les territoires? Et à sortir de l'archipélisation, Clémence? En fait, quand on parle d'un monde devenu principalement urbain, on ne s'intéresse pas qu'aux grandes villes. Nos communes rurales sont urbaines aujourd'hui. La grande différence entre il y a une cinquantaine d'années et aujourd'hui, c'est que l'urbain englobe tout. Et donc, il faut derrière s'attacher à la manière dont chaque commune, selon son échelle et ses complexités et ses spécificités, comment leur apporter des réponses concrètes. Et qui est le plus allant, Vincent? Le propriétaire de maison individuelle ou le copropriétaire? Le plus allant dans la réno, qui y va le plus? Alors, nous, on voit plus de propriétaires de maisons individuelles parce que c'est plus facile, en fait, du point de vue gouvernance. Ils sont seuls, maîtres de leurs biens. Ils peuvent s'engager librement vers un projet. Après, on a un enjeu d'accompagner beaucoup plus de copropriétés. Aujourd'hui, l'ANA, depuis 2020, c'est à peu près 2,5 millions de logements qui ont été accompagnés. Là-dedans, il y a des appartements aussi seuls, qui partent aussi seuls dans une copropriété parce qu'ils n'ont pas réussi à engager tous leurs bâtiments. En termes de copropriétés qui sont partis toutes unies dans des projets, c'est à peu près 100 000 logements de copropriétés unies. Donc on n'est pas encore dans un équilibre complet, quoi. Et là, l'architecte a aussi un rôle important à jouer. Nous, on rénove thermiquement, énergétiquement des immeubles de logements complets où les chantiers se passent en site occupé. Ça nécessite au préalable beaucoup d'heures de concertation, d'accompagnement, etc. Et c'est toujours des discussions vraiment sympathiques et des moments passionnants. Parce qu'en fait, les gens ont juste besoin de comprendre et de savoir. Et sans connaissance et sans savoir, on ne peut pas susciter d'enthousiasme à changer et avancer dans tout ça. Merci à tous les trois. Merci à vous d'avoir été là.